Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, je vous invite à prendre place dans l'auditorium. Nous allons commencer dans quelques instants. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui sont dans les couloirs. Mais nous allons essayer de respecter le planning puisqu'on a quand même des journées qui sont assez denses et on va éviter de prendre du retard dès le début. Eh bien, je vous remercie d'être venus pour ces journées à Paris, pour ces 60 ans du GPEA. Et puis, pour introduction, je vais laisser la parole à Madame Buxtorf et Monsieur Maragou. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Elisabeth Buxtorf, directrice des publics à la Bibliothèque nationale de France. Au nom donc de notre président Gilles Pécou, je voulais vous souhaiter la bienvenue ici à la BNF. Nous sommes très heureux d'accueillir à la fois l'association qui est fidèle, avec qui la BNF a des liens depuis longtemps, et puis bien évidemment le groupement, et puis vous aussi, chers collègues. Le président n'était pas disponible aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous dis un mot très bref, mais il tenait vraiment à venir vous saluer, à s'exprimer sur les sujets qui vont vous occuper aujourd'hui et demain. Donc voilà, il viendra demain faire une intervention. Donc du coup, je vais tout de suite passer la parole donc à monsieur, donc je crois qu'on dit le président aussi. Oui, alors je suis pas très formaliste. Voilà. Merci Madame Buxtorf. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Maragou, je suis le président donc, de l'association HappyDV, accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels, au sein duquel, depuis 60 ans, s'épanouit le GPEA. Et en introduction, je voulais vous dire deux choses qui sont très importantes pour moi. La première, elle vient de mon parcours personnel. J'ai suivi une scolarité en milieu ordinaire avec l'appui d'enseignants spécialisés et de structures médico-sociales. Et je sais donc à quel point l'apprentissage que l'on y acquiert est essentiel par la suite pour être en capacité de réussir des études et aussi de réussir dans sa vie professionnelle. C'est aussi extrêmement important en termes d'engagement dans la société, d'épanouissement personnel. Et de ce point de vue-là, la thématique de cette année, sport et culture, complète tout à fait celle de l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, sur le post-bac, parce que c'est tout aussi important pour vivre pleinement épanoui au travail, mais aussi dans sa vie personnelle, que d'être sensibilisé dès le plus jeune âge au sport, à la culture. C'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, je voulais aussi rappeler à toutes et tous, on en profite, il y a pas mal d'enseignants, de professionnels au sein de cette assemblée, pour vous dire aussi à quel point ce que vous faites au sein de la section GPEA d'HappyDV en termes d'innovation pédagogique, d'échange d'expériences, complète de façon très précieuse ce que nous faisons au sein de l'ensemble de l'association en matière d'accès aux études, d'accès à l'emploi, d'accès à la culture. Et je vous invite donc à ne pas hésiter à faire des passerelles au service de vos élèves avec ce que propose l'association. Stéphanie Zocola, qui est la directrice des services d'HappyDV et qui est quelque part en train de courir entre ici et j'imagine la salle extérieure, sera à votre disposition si vous avez des questions sur l'association. Moi, j'insiste juste sur 3 nouveautés d'HappyDV en 2024. Premièrement, la signature d'une convention cadre avec la FISAF. Je crois qu'un certain nombre de centres représentés ici sont membres de la FISAF. L'objectif de cette convention, c'est aussi de vous aider
sur certaines demandes de transcription, d'adaptation d'ouvrages, pour que donc APIDV puisse, dans un cadre tarifaire préétabli, intervenir sur ce plan-là. Vous pourrez en reparler avec moi, avec Stéphanie, au moment des pauses, et on pourra vous donner le contact de Sandrine Perev, qui est le bon contact au sein d'APIDV. Deuxième nouvelle importante dont je compte sur vous pour être les ambassadrices et les ambassadeurs, c'est le fait qu'APIDV a donc remporté un appel d'offres extrêmement important lancé par le ministère de l'Éducation nationale et qui va nous conduire pendant les 4 prochaines années à faire 2 choses essentielles. Premièrement, l'adaptation d'un certain nombre de documents, de livres, de bibliographies qui sont indispensables à la réussite du CAPES ou des concours de l'enseignement. Cela doit normalement faciliter l'accès des aveugles et des malvoyants aux professions de l'enseignement. N'hésitez pas à le faire savoir. Et par ailleurs, nous travaillons aussi toujours pour le compte du ministère de l'Éducation nationale à l'adaptation des manuels scolaires qui sont nécessaires aux enseignants. Et là aussi, même chose, si vous êtes vous-même déficient visuel ou que vous avez des collègues qui le sont, n'hésitez pas à le faire savoir. Et enfin, dernier point essentiel, parmi les éléments que nous défendons très fortement au sein d'APIDV, il y a donc l'accès à la culture avec deux choses indispensables. Premièrement, le droit au toucher et son corollaire, l'éducation au toucher. Et donc sur ce plan-là, votre rôle est essentiel. Je pense qu'on en reparlera en matière d'accès à la culture. APIDV lance cette année La France au bout des doigts, une grande collection de maquettes 3D pour faciliter la découverte du patrimoine, avec le premier-né Paris au bout des doigts. On est à votre disposition pour voir comment l'utiliser, la faire connaître à vos élèves. Et bien sûr, nous travaillons toujours sur les questions d'accès à la lecture et de promotion de l'audiodescription. Donc merci à toutes et à tous, je vous souhaite des débats riches. Merci également à la BNF pour son accueil, merci en particulier à Carole Roux qui a été notre contact dans la préparation de cet événement. On est très heureux d'être à la BNF, très fiers que ce soit pour les 60 ans et aussi très heureux puisque ça a vraiment du sens par rapport à la thématique de ces 2 journées, la culture bien sûr, puisque le rôle de la BNF est indispensable, et aussi le sport, puisqu'on marche beaucoup, il y a des labyrinthes, il y a des escaliers, donc c'est parfait. Merci à toutes et à tous, et puis on aura l'occasion de reparler ensemble au cours des 2 prochaines journées. Merci. On a des collections aussi. Ah, Madame la directrice des publics, cher Pierre, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, l'ouverture des journées pédagogiques est toujours un moment fort car il constitue la concrétisation de longs mois de préparation pour tous les membres du comité qui ont contribué à leur construction avec son lot d'incertitudes et de changements de dernière minute. Mais elles sont surtout l'occasion de nos retrouvailles avec vous tous qui arrivez des 4 coins de la France, des départements ultramarins et de Belgique. Nous souhaitons ces retrouvailles studieuses, porteuses d'échanges et de rencontres professionnelles. Pour les fidèles à ces journées, vous connaissez la convivialité qui y règne, le plaisir de retrouver celles et ceux avec qui vous avez pu créer des liens en formation ou au fil des rencontres. 2024 marque donc le 60e anniversaire de ces journées. Mais avant de poursuivre et de vous présenter le programme de cette 60e édition, nous avons souhaité, avec mes collègues administrateurs, prendre un moment pour vous dire notre peine et notre tristesse d'avoir perdu une de nos administratrices cet été, Claude Grillet, enseignante spécialisée à l'IGA de Toulouse, secrétaire puis trésorière du GPEA, qui a été fidèle au groupement pendant près de 40 ans. Elle en a été une cheville ouvrière importante, avec toujours le même engagement, sans bruit, mais avec grande efficacité. Nous nous souviendrons des joyeux moments partagés, de sa disponibilité, sa détermination et aussi de sa zénitude et de son sourire, quelles que soient les circonstances. Nous serons fidèles aux valeurs que nous partagions avec Claude, en pensant à elle dans les actions qu'il reste encore à mener.
Elle aurait aimé être avec nous pour fêter ce 60e. Alors, nous avons le plaisir d'être accueillis à la Bibliothèque nationale de France. Nous ne pouvions espérer meilleur lieu pour une année consacrée au sport et à la culture. Je veux remercier ici Monsieur Pécou, président de la BNF, Madame Roux de Rosier, Madame Buxtorf, Madame Clatin, Madame Mouvertus, Madame Tardif, Madame Buquet, Monsieur Rize pour leur disponibilité, leur réactivité et surtout leur accueil. Sans eux, l'organisation de ces journées n'aurait pas pu se faire. Je tiens à remercier également Monsieur Pierre Maragou, président d'APIDV, notre maison mère, puisque le GPEA est une section d'APIDV, pour son soutien, Madame Stéphanie Zocola, chère Stéphanie, qui doit encore être, je pense, au niveau de l'accueil, pour son aide, son énergie, sa disponibilité, sa réactivité, sans qui l'organisation lors de cette dernière semaine aurait été très difficile. Lorsque nous avons réfléchi à l'élaboration de ce programme, en cette année olympique, il n'était pas concevable de ne pas parler du sport, la place qui lui est réservée pour nos élèves déficients visuels. Mais que serait le sport sans l'esprit ? Comme la citation le dit, « Anima sana, incorpore sano ». Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'y associer la culture. Au programme de ces journées, nous débuterons par le témoignage de 3 sportifs déficients visuels de haut niveau, même si je sais que Pierre Bertrand nous donnera une petite précision à ce sujet, avant de laisser la parole aux différents professionnels du domaine de la culture et du sport. Mais avant cela, je vais inviter Marie-Luce Garapon et Francis Boé, mes prédécesseurs à la présidence du GPEA et toujours actifs au sein du GPEA également, qui vont nous raconter 60 ans d'histoire de notre groupement. Je vais donc leur laisser la parole. Marie-Luce, Francis. Bonjour à tous et à toutes. 60 ans, ça serait très long de reprendre tous les thèmes, toutes les personnes qui ont œuvré, tous les noms de ceux qui ont partagé ce GPEA depuis 60 ans, ce serait long et fastidieux. Donc je donnerai quelques noms, quelques rappels de dates. Ainsi, je remercierai chaleureusement tous ceux et celles qui ont su et accepté de donner de leur temps et de leur énergie au service des autres jusqu'à nos jours. En 1960, un certain professeur Louis Debauché a eu une idée géniale, celle de regrouper au sein d'une association les professeurs et les éducateurs du secteur public et du secteur privé, du secteur de la déficience visuelle. Louis Debauché était lui-même professeur dans un établissement où cohabitaient privé et public à Villeurbanne. Le but étant de partager le travail, des expériences, des découvertes dans une certaine convivialité. Cette idée géniale avait besoin d'une structure de soutien. Elle a été soumise au CNPSA et à l'INJA. L'INJA avait déjà une structure de formation pour ses professeurs et il n'y a pas eu de suite. Il existait une FISAF qui se réunissait tous les 3 ans, FISAF que vous connaissez encore. Et en 1962, Armand Rousseau, qui était directeur à Bordeaux, Marcel Bonomo, qui était directeur à Marseille, Henri Magadur, directeur je ne sais plus où, et Louis Debauché, en s'associant avec eux Serge Guillemet, dont certains ont entendu parler ou voient encore des écrits, qui ont déclaré la création d'un GPEA, avec un A, parce qu'on ne parlait à ce moment-là que des aveugles. Devenant une section du GIA qui n'avait qu'un A, qui a accepté ce groupement avec grand plaisir, car il correspondait bien aux objectifs du GIA. GIA de l'époque, puisqu'il a changé de nom depuis. Le GIA, dont le but était le soutien aux études et aux études supérieures essentiellement. Et le GIA a donné un soutien financier, puisque toute association a besoin d'un soutien, par l'intermédiaire de M. René Guarnet, qui siégeait au CA.
En 1963, les premières assises réunissaient 72 présents et 15 établissements. Au cours de ces assises, il a été décidé de mettre en place des journées pédagogiques tous les ans, de créer un bulletin pédagogique de liaison plusieurs fois dans l'année et de créer quelques commissions, comme par exemple les livres scolaires, le braille mathématique, les activités manuelles, de loisirs, de sport, de culture. Donc c'est en 1964 qu'eurent lieu les premières journées pédagogiques qui ont, jusqu'à nos jours, jamais faibli. Donc c'est pour ça que nous fêtons les 60e, alors que le GPEA a eu des premières assises en 63. En 64, les interventions pour les jeunes aveugles étaient clairement identifiées et on commençait à identifier les problèmes et les besoins des malvoyants, les amblyopes. Donc le GPEA s'est attribué un GPEAA, ainsi que le GIA qui s'est attribué un GIAA. En 1970, il a été décidé que ces journées pouvaient se décentraliser en faisant une fois à Paris et une fois en province, afin que l'on puisse découvrir les différents établissements et mieux se faire connaître également. Ainsi, le GPEA vit sans discontinuité depuis. Seul un Covid nous a empêchés de nous réunir 2 fois, mais nous avons remplacé par des moyens plus contemporains, plus modernes, c'est-à-dire par des exposés en visio. Nos actions se sont modifiées au cours des années en s'adaptant au monde moderne au fur et à mesure. Le bulletin complètement renouvelé est devenu numérique. Les fameuses malles pédagogiques qui circulaient avec des matériels pédagogiques en géographie, histoire, etc., qui circulaient d'établissement en établissement, sont devenus obsolètes. Mais ont été remplacés par des commissions, voilà. En bref, j'ai personnellement, après quelques années, comme participant au CA, je suis devenu au CA où j'ai pu démontrer et expliquer le travail éducatif. En 1975, quand je suis arrivé, c'était hier, les éducateurs étaient à peine reconnus et ceux qui étaient en place n'avaient pas de formation d'éducateur. Alors c'était un peu antinomié, enfin la bagarre entre les enseignants qui, eux, étaient spécialisés et les éducateurs spécialisés qui n'étaient pas spécialisés. Il a fallu expliquer, montrer. Ça s'est fait, sans douleur. Voilà. Puis j'ai assuré la présidence pendant 16 ans avec beaucoup de plaisir et en donnant du temps et de l'énergie. Et je suis heureux que les relais ont été pris pour en assurer la continuité avec engagement, compétence et dynamisme. Avant de terminer, je dirais simplement que nous sommes représentés dans diverses associations ou instances de notre secteur, comme l'ARIBA, l'Association des psychologues de langue française auprès des déficients visuels, les associations de parents d'enfants aveugles ou déficients visuels. Nous sommes signataires du traité de Madrid. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quelques années, quand ce traité a été créé, nous avons été sollicités pour savoir si on le signait. Et pendant mon règne, j'ai signé le traité. On n'en parle plus, mais il existe un traité pour les personnes ayant un handicap au niveau européen. Ainsi qu'avec l'ICEVI, déjà en 1967, Serge Guillemet et Marcel Bonomo étaient invités au premier congrès au titre du GPEA à Perkins School à Boston. Et ce lien existe toujours avec l'ICEVI, en particulier Europe. On pourra reparler de l'ICEVI. J'ai amené des plaquettes. Il y aura un congrès à Padoue, c'est à côté de Venise, en mai 25. Si ça vous intéresse, j'ai des plaquettes, on les distribuera. J'aurais pu reprendre quelques thèmes des 60 années de journée, sur la main, sur l'utilisation du braille, etc., mais ce serait beaucoup trop long. Vous le retrouverez sur le site. Je remercie et rends hommage à nos pairs qui ont pensé, créé et fait vivre ce groupement avec un grand sérieux, compétence et technicité, avec un grand dévouement et toujours une grande convivialité qui nous caractérise. Et tout cela dure encore. Pour clore cette historique, je ne peux m'empêcher de citer Louis Debaucher, le créateur, qui disait en 1964 « Il y a des moments dans l'histoire d'un groupement où il sied de faire le point, d'envisager l'avenir à la lumière du passé
d'examiner ce qui va bien et ce qui va moins bien. Tous ensemble, de réagir dans le bon sens. Il est utile de le faire aujourd'hui. » Fin de citation. Ainsi, pour faire le point actuel, je passerai la parole à Marie-Luce Garapon, qui a assuré cette présidence après moi, pour continuer cette histoire. Il aurait dû y avoir Annie Lamant qui a pris aussi la suite, mais elle n'a pas pu être là. Et jusqu'à aujourd'hui, avec Olivier Ernoult. Encore grand merci et reconnaissance à tous ceux et celles qui ont œuvré et surtout à ceux et celles qui œuvrent encore à cette belle aventure qui perdure depuis 60 ans. Sans faille, bon anniversaire, bon travail. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, alors merci Olivier de me donner ce moment d'expression en tant qu'ancienne présidente de notre groupement, où je suis donc entrée en tant qu'administratrice en 1986, 22 ans après sa création. Et j'en ai été présidente donc de 2006 à 2014. Alors comment expliquer un engagement d'une telle longévité ? Vous imaginez bien que cette question, je me la suis posée plusieurs fois et mon entourage professionnel, familial, amical me l'a également posée. Alors déjà, un préalable, cet engagement n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des tensions, des passions, des divergences, comme dans toute organisation humaine. Il m'a fallu de la patience, de la tolérance, être à l'écoute d'idées qui m'étaient étrangères. Néanmoins, je crois avoir été séduite en tout premier lieu par l'ancrage historique de ce groupement, par la richesse des partages de connaissances et la diversité des expériences. Rapidement, j'ai mesuré la prégnance des valeurs que portait ce groupement, à savoir qu'au travers des questionnements relatifs à l'éducation et à la pédagogie, se posait aussi la question de la place de l'enfant déficient visuel à l'école et du rôle que pouvait jouer la personne déficiente visuelle dans notre société. Plus simplement, mon adhésion à ce groupement a fait sens d'emblée avec mon idéal professionnel et ma vision progressiste de l'éducation. Avant 2000, à l'instar du vécu dans les structures, le GPEA, comme l'a dit Francis, s'est ouvert au travail transdisciplinaire et à la complémentarité entre professionnels d'appartenances différentes. Et cette nouvelle posture, elle s'est progressivement concrétisée par un partenariat avec l'ALFPHV et des collaborations avec d'autres associations du secteur. Le GPEA a aussi pris le risque de se comparer, de rencontrer des professionnels d'autres horizons, plus lointains, avec principalement une ouverture sur l'Europe. Le GPEA, on peut le dire, a su en permanence évoluer, se remettre en cause au fil des changements législatifs, tout en maintenant son rôle fédérateur pour les professionnels. L'organisation annuelle des journées pédagogiques, point d'orgue de nos activités de formation, permet depuis maintenant 60 ans d'aborder des thèmes qui émanent de la réalité du terrain professionnel et des courants qui le traversent. La succession des titres de nos actes depuis 1964 suffisent à eux seuls pour retracer la mémoire de l'évolution du secteur de la déficience visuelle. Durant ma présidence, comme mes collègues, je me suis attachée à ce que ces journées constituent une instance favorable à la réflexion et à des échanges constructifs. Je reste persuadée que ces retrouvailles annuelles demeurent des temps nécessaires de respiration, de recherche, qui permettent les allers-retours entre la théorie et la pratique et qui viennent nourrir la vie professionnelle. Les thèmes de 2006 à 2014, durant ma présidence, ont porté successivement sur l'évolution du contexte législatif, des aspects ophtalmologiques, les évolutions des équipements, la question centrale entre particularité et banalisation du handicap, les structures ou les questions transversales comme la communication. Parler de mon engagement au sein du GPEA, c'est aussi vous transmettre quelques exemples des actions de ce groupement avant l'heure des nouvelles technologies. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, durant des années, le GPEA a proposé une forme de mutualisation entre les différentes structures de France en faisant circuler des malles pédagogiques. Je crois d'ailleurs que c'est une pratique qui est en train de se renouveler et qui existe sur Grenoble,
On aura peut-être l'occasion d'en parler au cours des journées. Concernant la communication, donc on a bien sûr toujours ce bulletin pédagogique qui s'appelle « Revue pédagogique ». Et alors, dans ce bulletin, il y avait une rubrique qui s'intitulait « Questions et réponses ». En illustration, je voudrais vous lire ce passage du numéro 63 de janvier 78 qui met en évidence la question de la sensibilisation de nouvelles techniques, donc à la formation et à l'évaluation. Alors à l'époque, Louis Debaucher, qui était le fondateur du GPEA, écrit « Au cours de la dernière réunion du conseil de gestion, nous avons reparlé du boulier. » Tout le monde connaît le boulier dans cette salle. « Nous avons appris que dans plusieurs écoles, on avait commencé à l'employer. Et M. Guimet, celui de la méthode Braille, nous a reparlé du boulier. Nous avons appris donc qu'il y en avait dans plusieurs écoles. M. Guimet s'est offert à aller dans les établissements pour faire toute démonstration qui paraîtrait nécessaire aux enseignants. M. Guimet préconise de commencer à l'utiliser en fin de CP. Il serait intéressant de savoir quels résultats ont été obtenus jusqu'ici par les utilisateurs, ainsi que les difficultés qu'ils auraient pu rencontrer. Écrivez-nous à ce sujet, si la question vous a intéressé. Plus vous serez nombreux à répondre, plus les hésitants auront de chances de fixer leur opinion. Dans un autre bulletin de novembre 1977, j'ai aussi retrouvé ce rôle de militant porté par le GPEA et l'amenant à se positionner et à défendre ses convictions auprès des décideurs. Il est rapporté dans ce numéro, c'est extrêmement important. Donc il est rapporté. Monsieur Guimet a assisté à une réunion avec notamment messieurs Labrégère et Mouchon, ce sont deux inspecteurs de l'éducation nationale, où il a été question de la création éventuelle d'un CAUI pour l'enseignement aux aveugles. Il n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas d'option pour les aveugles. M. Guimet y a défendu le principe de l'accession possible des non-voyants à cet examen. Il faudrait pour cela qu'on supprime la clause des 8/10 de vision exigée pour l'entrée à l'école normale. Il serait, paraît-il, possible d'envisager que certaines écoles normales soient habilitées à recevoir des non-voyants. Le conseil du GPEA enverra au ministère intéressé un vœu qui sera rédigé par messieurs Bonomo et Guimet. Un vœu a donc été adressé aux deux ministères, Santé et Éducation, pour demander à ce que les aveugles et les amblyopes puissent assumer la tâche de professeur dans les classes d'aveugles et d'amblyopes en milieu ordinaire et avoir ainsi accès à l'option aveugle du CAUI, ce qui signifiait en amont la possibilité de se présenter au certificat d'aptitude pédagogique. Quel chemin parcouru! Néanmoins, combien de professeurs aveugles exercent actuellement en milieu ordinaire, en France, en école élémentaire, en collège ou au lycée? Je suis persuadée qu'un thème du type « Être professeur aveugle en milieu ordinaire » constituerait encore aujourd'hui un contenu pertinent pour des journées d'études du GPEA. Ce rôle de laboratoire d'idées, notre groupement se doit de le poursuivre en mémoire des pionniers qui nous ont précédés et pour un avenir où, quelle que soit la juxtaposition ou l'empilement des dispositifs, l'éthique doit plus que jamais jouer son rôle. Avant de conclure, permettez-moi ici d'avoir une pensée amicale et émue pour tous nos prédécesseurs, administrateurs et ou présidents qui constituent l'histoire de notre groupement. Je veux en notre nom à toutes et tous leur exprimer ma reconnaissance, qu'ils soient remerciés pour leur contribution collective, la richesse de leur héritage qui nous constitue encore aujourd'hui. Par votre présence à ces journées, vous participez à ce mouvement qui ne vit que par une volonté forte des professionnels à toujours rechercher l'excellence dans l'accompagnement de leurs élèves. Merci à vous toutes et tous. Bon anniversaire et longue vie au GPEA. Merci Marius, merci Francis pour ce petit rappel historique du GPEA. Je voudrais en profiter pour rappeler quand même, comme tu le disais Marilus, le GPEA est un laboratoire d'idées. Nous sommes tous des professionnels en activité. Et justement, je fais appel à vous, car sans vous, le GPEA ne pourrait pas exister. Et nous recherchons activement des personnes volontaires pour des articles, des idées,
Pourquoi pas relancer les questions-réponses dans notre revue pédagogique. Et si vous avez un peu de temps, je sais que c'est compliqué, on est tous là actuellement. Si vous voulez consacrer un peu de temps au GPEA, il reste des places d'administrateurs et vous seriez les très bienvenus puisque la charge de travail est quand même assez conséquente et un peu d'aide nous ferait le plus grand bien. Voilà. Écoutez, je déclare donc ouverte ces 60e journées pédagogiques, journée anniversaire du GPEA.